Hi! Donc aujourd'hui je suis un petit peu excitée, un petit peu stressée, un petit peu de tout. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. J'ai pas tout figuré encore, le décor, tout ça, ça va changer. C'est vraiment... Ça va être une chaîne pour vous informer d'histoires de true crime, pour vous amener dans ce monde-là. C'est vraiment un univers qui me passionne personnellement et je veux vraiment tous vous amener dans cet univers-là avec moi, vous en parler un peu, faire des histoires basiques un petit peu au début, pas basiques, mais comme faire des histoires un petit peu plus connues au début, tu sais, vraiment vous parler des grandes lignes du true crime, puis plus ça va aller, plus on va pouvoir adapter la chaîne à ce que vous aimez le plus. Fait que c'est vraiment mon but ici de vous amener dans ce monde-là avec moi, puis de vous parler à quel point ça peut être passionnant de faire ces histoires-là, puis tout. Moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis à peu près 3 ans. Ça fait peut-être 1 an que je pense à faire une chaîne YouTube, mais que c'est quand même un processus qui est stressant, honnêtement. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment une histoire que j'ai découverte dans un livre que j'ai acheté au Indigo. C'est Unsolved Murders, donc c'est un livre qui est très intéressant pour ceux qui veulent se plonger dans cet univers-là. C'est une vingtaine d'histoires bien détaillées avec des schémas et tout qui expliquent du true crime. Et moi, je vais vous parler d'une des histoires de ce livre que je ne connaissais pas, que j'ai connu grâce à ce livre et qui m'a vraiment intriguée. C'est une histoire qui est un petit peu... on a beaucoup de possibilités de comment ce crime parfait, comment il a été appelé, a pu terminer. Donc, on va y aller comme ça va. J'ai mis une petite note à côté de moi pour être sûr de dire les bonnes choses. Puis, si jamais... Tout ça. C'est l'histoire du meurtre de Julia Wallace. Julia Wallace est une femme d'environ 84 ans. Elle a été professeure pendant toute sa vie, ça a été sa carrière principale. Peintre amatrice, c'était une pianiste, c'était une personne qui était extrêmement créative. Elle était mariée à William Wallace depuis 17 ans. William Wallace était un homme d'environ le même âge qu'elle. Lui, c'était un grand voyageur. Il avait voyagé toute sa vie jusqu'à ce qu'il s'établisse à Liverpool et qu'il rencontre Julia. Ils sont mariés quand même rapidement. Tout le monde dit que c'était un couple qui était très harmonieux, un couple de l'extérieur qui avait l'air de beaucoup s'aimer. Mais tu sais, encore là, on sait jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, mais peut-être que c'était autant vrai. Je leur souhaite. William est devenu agent d'assurance en s'établissant à Liverpool, en Angleterre, avec Julia. Donc, ils étaient mariés depuis 17 ans, ils avaient leur petite maison, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont jamais eu d'enfants. Cette maison, dans le fond, il y avait 3 chambres, un parloir, tu sais, une vieille maison. Ça se passe dans les années 1930, cette histoire, donc on voit que c'est des anciennes maisons. Là. Julia et William étaient le couple de l'heure. Quand ils sortaient dans les fêtes avec les amis ou leur famille, ils faisaient beaucoup de duos de violon et piano ensemble. Les deux étaient extrêmement créatifs, les deux étaient très liés ensemble. J'ai l'impression que ça ressemblait un peu quand on regarde un vieux couple et qu'on fait comme « Oh my god, c'est vraiment cute! » Ben, j'ai l'impression que c'était ça un petit peu, tu sais, comme le vieux couple typique dans leur petite maison, ils ont leur petite vie tranquille. L'histoire que je vais vous raconter prend place à partir du 19 janvier 1931. Ce qui se passe cette journée-là, c'est que William se rend à son club d'échecs de son quartier. Il va jouer aux échecs et tout ça. Et son meilleur ami, qui est le propriétaire de ce club, s'appelle Samuel Beatty. Lui a dit qu'il avait reçu un coup de fil plus tôt dans la journée au club d'échecs de la part de quelqu'un qui s'est appelé lui-même R.M. Qualtrough. On va l'appeler Qualtrough durant l'histoire, je ne vais pas dire le R.M. pour les biens de la prononciation. L'appel disait que Qualtrough voulait rencontrer William le lendemain soir à 19h30 au 25 Menlove Garden Street pour parler d'un deal d'assurance, vu que William était vendeur d'assurance. William, à ce moment-là, dit à Samuel se demander pourquoi il n'a pas appelé sur son numéro de travail ou sur son numéro privé s'il voulait absolument que ce soit lui qui fasse son deal d'assurance. Personnellement, si j'ai besoin de rejoindre quelqu'un pour mes assurances ou quoi que ce soit, je ne vais pas appeler à son club d'échecs et je vais appeler à son numéro personnel. Donc, c'est un appel très étrange de base.
Ensuite, Quattro précise qu'il ne peut pas rappeler durant la journée parce que c'est la fête des 21 ans de sa fille, donc il est très occupé. Donc, William trouve ça un petit peu étrange, mais se dit, bon, on est dans une période difficile, j'ai besoin de l'argent, c'est un deal d'assurance comme un autre, je vais y aller, pourquoi pas. Donc, le lendemain, il fait sa journée de travail, il se rend à son travail d'assurance, il revient le soir, comme d'habitude, il va voir sa femme, il va souper avec elle et il lui précise qu'il a un contrat d'assurance à faire le soir, donc il va s'en aller et il va revenir plus tard dans la soirée. Elle lui dit bye, bonne journée, tralala. Il a été précisément aperçu à 19h06 au tramway, c'est là qu'il a check-in. Ensuite, il a parlé avec le chauffeur, il lui a dit je m'en vais à cette place-là, je m'en vais au 25 Garden Street, Menlove Garden Street, c'est bizarre, je connais pas cette adresse-là, blablabla. Ensuite, il cherche la rue. Comment c'est fait là-bas? C'est qu'il y a 3 rues qui sont faites en forme de triangle. On a la rue Menlove Garden West, North and South. Donc, il y a les 3 rues. Et lui, il faut qu'il se rende sur la East, mais elle n'existe pas sur les 3 rues. Il fait les 3 rues plusieurs fois, il fait les rues aux alentours, il demande à plein de passants, personne ne sait c'est où. Solution désespérée, il va cogner au 25 sur la rue Ouest, parce qu'il se dit peut-être East-West, quoi que ce soit. C'est Kylie Matters qui lui répond à la porte. Elle dit qu'elle n'a aucune idée qui est le Quattro en question, qu'il n'habite pas ici, que c'est définitivement pas l'adresse qu'il cherche. Donc, après toutes ces recherches qui n'ont servi à absolument rien, il abandonne et retourne chez lui. Et c'est là que l'histoire prend place. Donc, à 20h45, il a été aperçu par ses voisins en train de juste être debout devant sa maison et il regarde la porte. Il bouge pas, il parle pas à personne, il fait juste regarder la porte. Donc, ses voisins, John et Florence Johnston, se demandent vraiment qu'est-ce qu'il fait. Sortent et lui disent as-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct? William leur répond à ce moment-là que ça fait plusieurs fois qu'il essaie de rentrer chez lui, mais que la porte dans l'avant est barrée et que la porte dans l'arrière est bloquée, qu'il ne peut pas rentrer. Les voisins décident d'aller l'aider. Ils essaient d'ouvrir la porte en avant, comme de fait, elle est barrée. Ils vont en arrière et écoutez bien ça, c'est vraiment étrange. À la seconde où il arrive à la porte dans l'arrière avec les voisins, elle s'ouvre. La porte s'ouvre comme par magie. Elle n'est bloquée par absolument rien. Mais William dit que ça fait plusieurs fois qu'il essaie et qu'elle est bloquée. Fait que c'est étrange de base. C'est en ouvrant la porte que William fait et les 2 voisins font la macabre découverte de Julia Wallace morte dans le parloir, la tête complètement matraquée, il y a du sang partout. Je ne peux même pas imaginer comment ça doit être affreux de rentrer chez soi et c'est la première image que tu vois, c'est ta femme décédée dans cette atrocité. Il y avait le parloir, il y a le chauffage à gaz, comme l'autre bord de la porte, il y avait Julia couchée devant le chauffage à gaz, elle avait le crâne ouvert en 2, elle était dans un bain de sang, c'est vraiment triste. Et la seule réaction que William a réussi à dire avec les 2 voisins derrière lui, c'est qu'il a regardé sa femme et a dit, et je cite du livre que j'ai lu, Wow, they really did her good. Je peux même pas imaginer comment c'est la première phrase qui vient à ta tête. Moi, si je rentre chez moi et que mon chum est dans cette scène-là, c'est tellement pas ça que je vais dire en premier. Là. Je vais m'effondrer 8 fois avant de faire un mini commentaire. Là. Je serai en crise. Là. Les voisins et William appellent la police arrive et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont. Le rapport de police qui a été décrit. Dans le fond, le rapport de police, je vais vous expliquer ça. Premièrement, il n'y avait aucun signe d'intrusion dans la maison. Donc, Julia a dû laisser rentrer la victime, où il y avait une clé, où il était déjà là. Aucun signe d'intrusion. Ça arrive des fois dans les histoires de true crime. C'est souvent les plus compliqués à résoudre, justement, parce que c'est ça. Il y avait une petite boîte avec un petit peu d'argent mis de côté qui était caché dans le parloir et l'argent de la boîte avait disparu. Ensuite, quand une personne meurt, il y a un pathologiste qui va prendre la température du cadavre et qui va regarder les marques sur le cadavre pour voir à peu près ça fait combien de temps que la personne est morte, de quelle manière, quoi que ce soit. Là, on le savait évidemment que Julia, elle avait été morte
donc on savait comment, tu sais. Mais le pathologiste n'a pas pris la température de Julia, donc on n'a jamais pu savoir à quelle heure elle était morte, ce qui aurait été très utile dans l'enquête. Ce meurtre a été décrit de brutal. À cette époque-là, je crois qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup vu de meurtres comme ça en 1931. C'était un des plus brutals qu'ils avaient vus. Il y avait du sang absolument partout. C'était pas croyable. Les autres choses qui ont été découvertes dans l'enquête, c'est que tous les robinets ont été vérifiés. 100% des robinets ont été vérifiés dans la maison et aucun contenait. Dans le fond, dans la tuyauterie, on peut voir s'il y a du sang dans le robinet qui a coulé. On est capable de détecter ça. Et il n'y avait aucune tuyauterie qui ne contenait du sang. Ça veut dire que le tueur doit être parti sans se nettoyer. Ça veut dire qu'il a soit encore les vêtements du crime sur lui avec du sang, soit qu'il les a cachés pas loin, quoi que ce soit, mais il est parti demain. Julia a été retrouvée, il y avait comme entre elle puis le chauffage, en dessous d'elle, un manteau de pluie qui était imbibé de sang. On a retrouvé le manteau de pluie qui a été mis sur la scène de crime quand il a été trouvé sur la scène de crime. Il était plein de sang, juste à terre comme ça, un manteau. C'était pas une chambre qui se laissait traîner, donc ça a été vraiment mis là. La dernière chose qu'on a découvert de cette enquête qui m'a personnellement troublée, c'est que l'appel de Qualtrough, fait la veille, le 19, au club d'échecs, a été enregistré à être à seulement 366 mètres de la maison résidentielle. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et ça vient clairement pas de Garden Street, comme qu'il avait dit. Donc c'est assez spécial. Vraiment, l'enquête n'a pas été plus loin. Malheureusement, dans le temps, les enquêtes étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Je crois que cette enquête, faite en 2021, aurait été vraiment plus approfondie et on aurait pu identifier beaucoup plus d'indices qui nous auraient mené à un suspect numéro 1 qui aurait pu être le criminel. Malheureusement, c'est pas le cas de cette enquête. On a quand même 3 suspects ici. Le premier suspect a été évidemment William Wallace. On s'en doutait tous que j'allais venir. C'était notre premier suspect. C'était le seul suspect que les gens voyaient à cette époque parce que Julia n'avait pas de mauvais termes avec quelqu'un, n'était pas en chicane avec quelqu'un. Julia était quand même une bonne petite madame. Les gens l'aimaient. C'était la petite madame du village, puis tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi que William pourrait être autant un suspect qu'il ne pourrait pas l'être. Première raison, c'est que la porte s'est ouverte par magie, kaboom. Ça a égayé beaucoup de doutes dans les oreilles des autres. Il aurait très bien pu engager quelqu'un. William aurait 100% pu engager quelqu'un, on ne sait jamais. Beaucoup de gens qui disent que avant de mourir, vu qu'il mourrait bientôt à cause de sa maladie, il aurait voulu vivre ses dernières années seul. Mais William n'a pas de descendance de santé mentale dans sa famille, donc c'était extrêmement étrange de faire une décision aussi drastique pour seulement vivre les dernières années de sa vie seule, surtout que Julia n'était pas une menace, elle l'aurait pas tué s'il l'avait laissé, mettons. L'élément qui est le plus joué contre sa faveur, c'est à quel point il n'avait pas d'émotion et qu'il n'était pas empathique à la situation de sa propre femme. Le procès n'a seulement duré 2 jours. 2 jours pour un procès de meurtre comme ça, c'est très court. C'est extrêmement court et justement, le jury ne l'aimait pas. C'est quelque chose qui a été dit à plusieurs reprises et il n'a pas gagné le cœur du jury. Ils l'ont tous mis coupable, beaucoup à cause de son attitude non empathique. Et finalement, il aurait très bien pu être nu sous le manteau de pluie qu'on a trouvé sous le cadavre de Julia, l'enlever, s'habiller et partir. En même temps, ce qui fait que il n'aurait pas pu être le coupable, c'est que premièrement, il a été vu dans le bus à 19h06 et Julia a été vue pour la dernière fois à 18h45 par le laitier du village qui venait lui porter son lait. Donc, ça lui aurait laissé 20 minutes pour commettre le meurtre, disposer de l'arme du crime, voler l'argent pour faire passer ça comme un vol qui aurait mal tourné, partir, c'est impossible. Jusqu'au tramway qui était quand même à une certaine distance de chez lui qui devait marcher, ça aurait été impossible en tout ce temps, en seulement 20 minutes qu'il fasse tout ça. Un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé en disant qu'il aurait pu faire le faux appel vu que ça venait à 366 mètres de sa maison et dire qu'il est Qualtrough. Mais Sam
Mais Samuel Beatty, qui a pris l'appel, a absolument affirmé que ce n'était pas la voix de son ami. Il dit qu'il connaît bien la voix de son ami, ce n'était pas sa voix du tout. Donc c'est étrange. L'appel n'a pas pu être gardé comme une preuve viable. Un autre truc, c'est qu'il était très propre. Comment il aurait pu... S'il avait, mettons, là, fait le crime, n'en tout lui, enlevé, il aurait trouvé du sang dans ses cheveux, il aurait trouvé des particules de sang sur lui, mais ils n'ont rien trouvé sur lui. Il était trop propre pour ça, il était squeaky clean. Donc, ça aussi, ça faisait que ça n'aurait pas pu être lui qui aurait fait le crime en tant que tel, selon d'autres gens. Par contre, il a quand même été accusé coupable du meurtre de sa femme en 1931. Il a été arrêté le 2 février 1931. Vraiment très peu après, on se souvient que sa femme est morte le 20 janvier. Il a été arrêté très rapidement. Un procès d'habitude prend beaucoup plus de temps que ça. Mais lui, ça a été tout de suite coupable, tout de suite on l'arrête. Ça, c'est le premier crime de l'histoire qui a été réamené en cours. Donc, un an plus tard environ, ils l'ont réamené en cours pour dire que les preuves de son accusation n'étaient pas suffisantes à sa peine de prison et tout ça. Donc, toute l'accusation a été annulée, le procès est tombé dans le beurre. On n'a plus jamais entendu parler de cette histoire-là. William est mort en 1933, 2 ans après le meurtre de sa femme, de la maladie qu'il avait. Et c'est les dernières nouvelles qu'on a eues à ce moment-là. En 1984, donc des années plus tard, on a Roger Wilkes, un écrivain de True Crime, qui a écrit un livre sur cette histoire qui s'appelle Wallace The Final Verdict. Je vais essayer de trouver le lien Amazon. C'est un excellent livre, je vais vous mettre dans la barre de description. Vous devriez vraiment le lire, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup passionné sur l'histoire. Puis il amène une nouvelle théorie en examinant de plus près le crime. Donc des années plus tard, il ramène ça et c'est une théorie qui est extrêmement intéressante. Écoutez bien ça. Richard Gordon Parry. Richard Gordon Parry, c'était le collègue de William Wallace et dans son livre, Wilkes dit que ça aurait été lui qui aurait été coupable du meurtre de Julia Wallace. Dans le fond, Richard était un collègue de William dans la compagnie d'assurance. William a remarqué que Richard avait mal fait son travail et a été le reporter. Et cette erreur dans le travail lui a coûté son emploi. À ce moment-là, les emplois étaient très précaires. Dans les années 1920-1930, c'était très difficile l'économie n'allait pas bien. Fait que ça y avait fait son travail et ça l'a énormément fâché Richard et ils sont entrés dans un très gros conflit, ils ne se sont plus parlé. On dit que ça aurait très bien pu être une revanche de Richard de éliminer Julia Wallace. Dans le fond, ça aurait été lui qui aurait fait l'appel de Coltrane pour sortir William de sa maison et l'amener le plus loin possible à une adresse qui n'existe pas, donc il savait qu'il allait chercher. Et durant ce temps, il aurait eu le temps d'aller commettre le meurtre de Julia Wallace. Donc cette théorie a été soulevée et même qu'on a un témoin qui est un mécanicien qui s'appelle John Parkos qui dit que le soir du meurtre, Richard serait arrivé avec une auto à son garage et lui aurait demandé de faire un nettoyage de l'auto. En nettoyant l'auto, le mécanicien Parkos aurait trouvé un gant taché de taches rouges, donc il aurait très bien mis du sang. Et la seule réaction que Richard a eue quand le mécanicien a trouvé le gant, c'est qu'il a arraché le gant des mains du mécanicien, il l'a caché, bref, il a vraiment fait comme non, tu touches pas à ça. Il y avait eu l'imperméable que la personne aurait pu porter pour le meurtre. Ça aurait très bien pu être des gants qu'il aurait portés pour le meurtre. Malheureusement, on n'a pas ce gant et ça fait beaucoup trop longtemps. Donc cette preuve n'a pas pu... ça n'a pas réouvert le dossier, bref. Donc ça aurait été la deuxième théorie. Moi, personnellement, je trouve que ça fait quand même beaucoup de sens. Parce que, comme on dit, William n'aurait pas eu le temps en 20 minutes de faire le crime. Donc le temps qui est parti, on dit qu'il est parti à... Mettons qu'on dit qu'il est parti à 19h puis qu'il est revenu à 18h, à 20h, 20h. Et demi à peu près, ça laisse 1 heure de temps à malheureusement Richard pour commettre le crime. Donc malheureusement, ça lui laisse assez de temps. Ça serait une super bonne preuve, une super bonne théorie, mais elle n'a pas été... c'est seulement une théorie, là. Le meurtre n'a jamais été résolu avec cette théorie. La théorie dit que William savait qu'il ne lui restait très peu d'années à vivre. Donc comme j'avais dit plus tôt dans la vidéo, il aurait engagé quelqu'un pour commettre le meurtre de sa femme et ça aurait été Joseph en question qui aurait engagé. Joseph était un homme qui allait se marier et qui
qui allait se marier avec sa nouvelle femme, mais il la trompait en ayant des relations sexuelles avec Julia. Ça, c'est tous des rumeurs aussi. Ça n'a jamais été confirmé, mais ce sont tous des points qui peuvent être soulevés. William, en découvrant ça, aurait décidé de blackmail Joseph pour qu'il commette le meurtre de sa femme, en lui disant « ça va rester comme entre nous, je vais jamais sortir que tu as été infidèle avec ta fiancée », ce qui était absolument un tabou et interdit à cette époque. Donc, il l'aurait blackmail, il aurait fait le meurtre et il aurait vécu comme ça ces dernières années en tant qu'homme célibataire. Le tribunal avait soulevé cette théorie-là, mais elle avait été abandonnée parce qu'il n'y avait jamais eu aucune preuve de la liaison entre Julia et Joseph. C'était vraiment comme une connaissance du couple d'amis à ce moment-là. S'il n'y avait rien qui prouvait que ces deux personnes avaient une liaison entre eux, mais elle a été amenée au tribunal, mais le tribunal a rejeté complètement cette théorie en disant que ce n'était pas assez solide et que justement, il était considéré seulement comme une connaissance et non comme un ami proche ou quoi que ce soit. Donc, cette théorie a été juste éliminée. Donc, c'est les seules 3 théories que nous avons de ce meurtre parfait, comme qu'il a été décrit, The Impossible Murder. Il est juste impossible à résoudre. C'est un puzzle, c'est un casse-tête constant. Dites-moi dans les commentaires quelle théorie vous croyez le plus, celle de William, celle de William qui aurait engagé Joseph ou celle de Richard Gordon qui aurait voulu se venger de sa perte d'emploi et qui aurait amené William loin de sa maison. Personnellement, je crois que ça serait celle-là la plus probable. Si on fait la liste des pour et des contre des 3 théories qu'on a, c'est la théorie que je trouve qui serait le plus probable, mais les 3 sont autant probables, ce qui fait que c'est un mystère constant. Aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je fasse plus de vidéos, si vous voulez des sujets que vous voulez que je parle prochainement, que vous aimeriez que je parle, ça va me faire plaisir d'en parler. Je veux vraiment faire les vidéos pour que vous soyez intéressés, donc lancez-moi vos sujets, je suis ouverte à tout, j'adore le true crime avec passion, donc peu importe la vidéo, ça va me faire plaisir d'en parler et de vous communiquer plus d'informations sur ça. D'ici là, j'espère que vous avez aimé ça, c'était ma première vidéo. Merci du plus profond de mon cœur d'avoir pris le temps de votre journée pour l'écouter, d'avoir pris du temps de votre vie pour écouter cette vidéo. Honnêtement, ça me fait chaud au cœur juste de savoir que même si c'est juste 2 personnes qui l'ont écouté, j'ai pu toucher 2 personnes, honnêtement. Puis j'espère que ça va être le début d'une super aventure entre vous et moi. Comme que je dis, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse prochainement. Et dites-moi c'est laquelle la théorie que vous préférez, parce que est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui se passe dans la maison d'à côté? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Faites attention à vous. À la prochaine.